Peu de personnes perdent 30 millions de francs CFA et se relèvent. Il a échoué dans l'entrepreneuriat et il a découvert sa véritable voie qui est de coacher et de transmettre. Kiswensida Ezekiel Ouedraogo est membre de la John Maxwell Team et est le fondateur du cabinet Success Valuable Partners et il accompagne des organisations à atteindre leur plein potentiel. Il est également le fondateur de l'Académie CFC pour former, certifier et mentorer des conférenciers, des formateurs et des coachs. Il est à la tête de plusieurs autres startups et associations. Dans Transfert Plus, Elodie Banoro le reçoit et il nous parle de son parcours, de ses défis, des leçons apprises et aussi du moment où il a percé et conquis l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transfert Plus, l'espace où l'on raconte des parcours pour inspirer, l'espace où l'expérience se partage pour rencontrer vos ambitions, l'espace où l'on transmet des déclics. Si vous nous suivez depuis longtemps, merci de faire partie de cette belle aventure. Et si vous nous rejoignez, installez-vous confortablement, vous êtes au bon endroit. Partagez, likez, commentez autour de vous. Bonjour coach. Bonjour Elodie. Je suis honorée, je suis tellement heureuse de te recevoir sur Transfert Plus. Je me disais, il faut qu'on ait Ezekiel sur Transfert Plus, tout simplement parce que c'est un baobab, il a quelque chose à transmettre à tous ceux qui nous écoutent et surtout à la jeune génération. L'honneur est pour moi, vraiment. Quand j'entends Transfert Plus déjà, rien qu'au nom, ça fait envie d'être là et de contribuer. Franchement, merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés. Alors, qui est Kiswensida Ezekiel Ouedraogo? Dis-nous tout, on veut savoir. Très intéressant. Kiswensida Ezekiel Ouedraogo. Je mets un point d'honneur parce que pendant longtemps, je voulais pas m'appeler Kiswensida Ezekiel Ouedraogo. Je trouve Kiswensida, en fait, ça faisait trop ringard. Et puis, ces histoires de noms botaniques, là, ça me compliquait. Donc, j'abrégeais K Ezekiel Ouedraogo. Et je ma mère m'a dit, en fait, tu sais, Kiswensida, c'est ton premier prénom. Et ça veut tout dire. C'est le plus important. Ça veut dire que tu crois en Dieu. Ça veut dire que tu es témoin que Dieu existe. Wow. Et donc, Kiswensida Ezekiel Ouedraogo. Et après, plus tard, j'essaie de combiner tout ça. Ezekiel, ça veut dire Dieu est ma force. Bon, donc, tu vois, quand tu t'appelles Dieu est ma force, Ezekiel, et que tu ne crois pas en Dieu, ça le fait pas. Donc, c'est mieux de croire en Dieu, en ce Dieu-là, qui est ta force. Donc, Kiswensida Ezekiel Ouedraogo. Je suis né à Bobo, donc en terre de Guindy Ouattara. Mais, descendant de Yenenga. Donc, une belle combinaison. Formidable. Mes parents sont du nord du Burkina Faso, mais je suis né à Bobo, j'ai grandi là-bas. Ma première langue, on va dire, c'est même le Djoula plus que le Moré que j'ai dû apprendre, avec mes parents. J'ai grandi au Burkina. Pour la plupart, j'ai eu l'immense honneur de voyager très tôt, très jeune. Je pense que mon premier voyage, sans les parents, c'était à 8 ans, avec le train. Pour aller à Ouaga. Bon, Ouaga. Et c'était top. J'ai aimé. Dès cet instant, j'ai aimé voyager. Je me souviens que ma mère m'a dit que quand je suis revenu, j'ai raconté, c'était un camp, hein. C'était un camp biblique pendant les vacances. Et donc, ma mère m'a dit que j'ai parlé toute la nuit pour expliquer ce qui s'est passé là-bas et tout ça. Et c'était vraiment émerveillant pour moi. Et depuis lors, les parents ont mis un point d'honneur à ce qu'on puisse voyager, quasiment chaque vacances. Et franchement, c'était une vraie bénédiction. Une vraie découverte de qui est l'autre. Et surtout, qu'est-ce qu'on tolère et comment on peut comprendre l'autre. Je me souviens de ce voyage en Côte d'Ivoire où je vois des taxis qui étaient orange et j'ai dit à mon cousin, c'est quoi, c'est taxi orange, ça n'a pas de sens. Orange ne peut pas être la couleur des taxis. Et il me demande, mais moi je pense que ça doit être quelle couleur? Je dis, je suis ça doit être vert. Il a ri aux éclairs, il dit vert, c'est pas possible. Et tu vois, on fait un débat comme ça sur un truc banal de couleur de taxi. Et c'est la même façon que quand tu nais quelque part, tu grandis, tu n'es jamais allé autre part. Tu as l'impression que ce que tu as toujours vu, ce que tu as toujours vécu est la vérité. Et pourtant, il y a plusieurs facettes de la vérité. Et franchement, les voyages m'ont fait découvrir cela. Et depuis là, j'ai pas cessé. Oui, je dirais que tu es un explorateur. On a un point en commun, tu sais. On est tous de Bobo. Moi aussi, c'est ma ville natale. Donc, je sens que cette entrevue-là, ça sera entre Bobolais. Voilà. On va dire ça comme ça. Si même Isami va passer un peu là, mais bon, c'est bon, on va laisser comme ça. Donc, on découvre déjà que tu as voyagé très tôt et que tu as découvert de belles choses. Maintenant, comment tu as grandi? Qu'est-ce que tu as étudié? qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en plus de tout cet aspect d'explorateur, je vais dire?
Ouais, donc très tôt, mon père voyageait aussi pour son travail. Donc j'ai fait Dédougou, je dois dire que j'ai fait l'école primaire à Dédougou. Ensuite j'ai fait le collège de Tissiana et après j'ai découvert Ouaga au lycée. Et donc au collège de Tissiana, j'ai appris à vivre en communauté, à partager, à avoir vraiment les gens, ce qui comptait. Et franchement, mes amis jusque-là, je les ai depuis le collège. C'est fou. Mais franchement, depuis le collège, on est resté amis. Donc, voilà ce que j'ai fait. Après, j'ai étudié, quoi. J'ai étudié la gestion. J'ai fait une seconde AP3, j'ai fait la gestion. Je suis arrivé à l'université pour faire la FASEG. Et donc, c'est là où tout s'est compliqué. J'avais pas vraiment eu de problème à l'école. Au contraire, j'avais de belles moyennes, au lycée surtout. Sauf que j'arrive à l'université, j'arrive en FASEG, j'arrive en première année sans problème. Deuxième année, ok, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu ma licence en deuxième année. Parce que j'ai fait la deuxième année 3 fois. Wow! 1, 2, 3. Donc, et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'on appelle l'échec. Parce que, comme j'ai dit, j'avais eu des problèmes, franchement, à l'école. Je crois que même en seconde, j'avais 18 de moyenne, en première, 16 de moyenne, en terminale, 15 de moyenne. Sauf que j'arrive en deuxième année FASEG. Tout est bloqué, quoi. Non, j'ai eu 8 de moyenne. En fait, quand tu as 8 de moyenne, tu ne peux pas dire que on t'a triché, tu ne peux pas dire qu'on t'a pas donné les points. En fait, tu n'es pas bon. Voilà, tu n'es pas bon. Il y avait une explication, mais je voulais pas me contenter de cela. C'était une mauvaise orientation? Pas forcément, parce que j'ai fait un bac de gestion normalement, mais malheureusement, les bacs de gestion, on n'a pas beaucoup de maths. Arrivé en FASEG, c'est beaucoup de mathématiques. Donc, j'ai repris. Et pendant que je reprenais, il y a l'année validée, donc je repars à Cotonou. Bon, je vais à Cotonou, pas repartir, je vais à Cotonou. Bon, bonne nouvelle, je voyage, je quitte Ouaga, je vais à Cotonou, donc je voyage, et je fais encore la deuxième année là-bas. Et c'est là que je découvre beaucoup de choses aussi, Cotonou, d'autres univers, d'autres personnes. Mais oui, c'était une belle aventure à Cotonou. Mais voilà, j'ai fait 3 fois la deuxième année, et ça m'a permis de comprendre, d'être aussi, on va dire, plus humble. Parce que je dois dire que je comprenais pas pourquoi on pouvait pas juste avoir 10 de moyenne pour passer. Je me disais, 10, c'est juste 10 de moyenne. Il fallait beaucoup plus. Et là, j'ai eu 8 de moyenne et ça m'a vraiment appris à comprendre que, en fait, voilà, si tu as l'opportunité d'avoir des points ou de réussir dans certains domaines, il faut pas négliger ceux qui peuvent pas. Peut-être qu'ils ont des raisons. Après, donc ça m'a rendu plus humble. Et je continue mon parcours comme ça. Et donc, j'ai fait une maîtrise en management des organisations. À l'époque, on appelait ça maîtrise. C'était un bac plus 4. Et je continue avec un MBA qui était du commerce international. Donc, voilà. Et je suis né avec l'ambition de créer une entreprise. Voilà. Entrepreneur. Mes 2 parents sont entrepreneurs. J'ai toujours vécu dans ça. Donc, je me suis dit, entrepreneur, ouvrier. Voilà. Et j'arrive. Entrepreneur, j'ai créé mon entreprise. C'était une entreprise de quoi? De logiciel de gestion. Donc, je fais la comptabilité, j'ai fait la gestion, je me suis dit, voilà, il doit y avoir un truc. Donc, je fais une idée de vendre des logiciels de gestion en 2003 au Burkina Faso. Je dis ça parce qu'en fait, 2003 au Burkina Faso, quand on fait le logiciel de gestion, ça semble trop bizarre. Donc, oui, je commence avec beaucoup d'énergie, mais ça marche pas. Je fais faillite. Et quand je fais faillite, un autre échec. Un autre échec. J'avais eu l'opportunité d'avoir un crédit. Donc, j'étais à moins 30 millions. Je suis en faillite. Je commence ma vie professionnelle dans avec moins 30 millions. 2 ans plus tard, j'avais moins 30 millions. Les employés sont partis parce que je n'avais plus à payer. J'ai dû abandonner mon local. C'est là que je décide d'aller chercher du travail. Bref, est-ce que même je voulais chercher du travail? Je cherchais encore à sauver l'entreprise. Donc, de l'entrepreneur à maintenant employé. Mais ce n'est même pas ça. Je suis allé pour sauver encore mon entreprise. Le premier entretien que j'ai eu avec cette personne qui m'emploie plus tard, je lui explique encore mon rêve d'entrepreneur. Je dis non, comment on peut faire pour sauver ça? Il me regarde et me dit, ne voulez-vous pas travailler pour moi? Je lui dis, ah bon? Il y a cette opportunité ici. Et j'en parle à mon épouse qui dit, bien sûr, évidemment, oui. Donc, j'ai déjà marié avec une fille. Donc, j'avais une fille. Anna. Je salue au passage. Salut Anna. Et donc, voilà. Et je commence à travailler. Et c'est à cet endroit où l'échec m'a amené que je découvre
véritable passion Ok. pour la formation. Parce que c'était un cabinet de formation. Ah, ok. Et donc, je m'assois, je regarde, je vois ces gens-là transmettre quelque chose, partager. Et je dis, waouh, voilà ce que je veux faire. Et donc, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis, ok, en fait, je devais faire faillite. En fait, tu devais faire faillite. Oui. Cette faillite-là Oui. a ouvert mes yeux sur quelque chose que j'avais peut-être négligé. Et donc, Dieu merci, en fait, pour cette faillite. Comme quoi, l'échec peut être une porte ouverte pour la réussite, en réalité. Tout à fait. Mais moins 30 millions, c'est quand même osé, en 2003. Ouais, c'était 10 ans pour rembourser. Ah, waouh! Donc, ça me rappelle le titre d'un livre, l'obstacle et le chemin. Donc, souvent, cet obstacle-là t'oblige à passer quelque part d'autre. Donc, finalement, tu trouves le chemin. Donc, tu arrives formateur. Oui. Tu commences à aimer ça. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a profondément dérangé pour que tu embrasses le métier de coach? En fait, durant de mes 30 à mes 33 ans, j'ai eu un problème. Un problème pendant quasiment tous les jours de ces 3 ans. Wow. Tous les jours des 3 ans, tu avais un problème. Oui, je me posais une question. Je suis venu au monde pourquoi? Ok. Sincèrement, ça me dérangeait. Parce que j'avais des passions, mais quand j'arrivais au bout de la passion, je voyais que c'était pas ça. Donc, cette question-là, je voulais avoir une conviction que ce que je fais là, c'est ce pourquoi je suis né. Je sais pas si tout le monde se pose cette question, mais moi, ça m'a dérangé pendant longtemps. C'est une question importante. Oui. Et donc, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai lu. Je me souviens quand je travaillais, je mettais 25 000 francs CFA par mois. Je ne dirais pas combien je gagnais comme premier salaire. 25 000 francs, et c'était une bonne partie de mon salaire. 25 000 francs CFA par mois en livres. Yeah. Et je lisais pour chercher cette solution. Et donc, plus tard, je me suis rendu compte que beaucoup de gens vivent une vie par défaut. Ouais. C'est-à-dire que la vie les a amenés quelque part, les événements, les séquences les ont amenés quelque part, et puis ils se contentent de ça. Avec beaucoup de justifications. De toute façon, moi, toi-même, tu vaux mieux, tu as un salaire. Toi-même, tu vaux mieux, tu as un emploi. Toi-même, ça va, tu es marié. Toi, ça va, tu as des enfants. Donc, on se contente de ça et on n'essaie pas d'explorer un plein potentiel. Ça, ça me dérange. Donc, c'est ça, en fait, ma peine là. Ma peine qui m'a poussé au coaching, c'est ça. Et d'abord, j'ai pas compris que c'est le coaching qui devait amener ça. Je croyais que c'était la formation. Purement la formation. Donc, je fais de la formation. J'étais pas formateur au départ. Hein. J'ai commencé à être vendeur de formation. Je vendais de la formation. Et j'ai vu ces gens-là transmettre et puis ils m'ont inspiré. Je salue au passage mon premier boss qui est vraiment un formateur excellent et inspirant. Il m'a donné l'envie vraiment de faire ce métier. Et donc, je faisais ce métier avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis un jour, au Rwanda, en 2006, même pas, en 2005, je suis arrivé au Rwanda en 2004, mais en 2005, une dame me pose une question, elle me dit, mais vous, les formateurs, vous servez à quoi? Vous venez chaque année, vous consommez le budget, et puis vous partez. À quoi vous servez? Quelle question! Et c'était comme une gifle, franchement. Parce qu'en fait, en plus, elle avait raison. Parce que quand je faisais les formations, je fais les évaluations, les gens étaient contents, enthousiastes. J'avais l'impression qu'ils allaient se transformer en même temps. Immédiatement. Mais en fait, plus les semaines passent, les jours passent, les mois passent, plus ils retournent à l'heure normale. Et à leur ancienne habitude. Oui, ils ne se changent pas, en fait. Et donc, ça m'interpelle. Je me dis, mais finalement, toi-même, tu sers à quoi? Parce que la question, là, était pertinente. Et c'est pour ça que ça m'a fait mal. Mais positivement. Je vous assure que ce jour, je me suis assis sur Google, j'ai posé la question, quels sont les outils ou les méthodes pour transformer des formations inefficaces en formations efficaces? Et quelque chose, un mot est sorti. Coaching. Je dis, c'est quoi ce truc? Je commence à cliquer. Je connaissais déjà le développement personnel, leadership. J'étais, John Maxwell. Je lisais beaucoup. Un de mes pasteurs m'avait offert mon premier livre de John Maxwell qui s'appelle Think for the Change. Réfléchir pour changer. Et ça m'avait vraiment inspiré. J'ai eu beaucoup d'exercices. C'est là, ce sont ces livres qui m'ont aidé à me retrouver. Et donc, quand je vois coaching, je commence à me renseigner. C'est quoi cette méthode? Et je vois clairement la différence.
comment tu peux transmettre avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Mais que si tu combines ça au coaching, ça va permettre de responsabiliser davantage la personne qui reçoit à pouvoir se transformer à partir de son potentiel. Mais voilà le truc que je cherchais. Et trouve du sens, en fait, maintenant à sa vie. Et ça connecte. Et tu es un vrai passionné parce que c'est rare de personnes qui travaillent et qui creusent comme ça pour pouvoir faire du bien. Donc, c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup d'amour. C'est ce que je remarque en réalité. Oui, c'est l'amour de lui-même parce qu'en fait, le coaching qui révèle le potentiel, pour moi, il y a rien de plus beau. Il y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui s'épanouit, qui devient meilleur. En fait, je sais pas si c'est quelque chose de plus beau que ça. C'est vraiment ça. Et parfois, ça fait mal de voir ce potentiel. En même temps, ce que tu dis est pertinent parce que comment voir dans une graine de pain de singe un baobab? Parfois, c'est difficile, en fait. C'est clair. Et le potentiel, c'est ça. C'est de voir dans la graine de pain de singe, là, un futur baobab. Un futur baobab. Donc, Ezekiel, tu nous as partagé ce qui t'a profondément dérangé et comment tu rentres dans le coaching. On veut savoir, c'est quoi réellement être un coach? C'est quoi le coaching? C'est très pertinent. J'ai envie de dire, est-ce que je veux pas expliquer ce que n'est pas le coaching? Oui. Une démonstration par l'absurde pour justement qu'on comprenne clairement ce qu'est le coaching. Premièrement, le coaching n'est pas de la motivation. Ça, c'est vraiment on va dire la première confusion qu'on a. Le coaching n'est pas de la motivation. Ça va peut-être étonner plusieurs personnes, mais un coach n'est pas un motivateur. Un motivateur, très souvent, c'est un conférencier, et c'est ça la différence. Je suis conférencier aussi, hein. Un conférencier, quelqu'un qui a une idée, qui veut partager, et cette idée inspire. Cette idée motive. Plus qu'inspire, motive. Parce que justement, moi, je crois que le coaching inspire. De l'intérieur vers l'extérieur. Et la motivation, c'est de l'extérieur. Parfois, j'explique ça aussi simplement que ça. Imaginez, vous avez une voiture qui a juste un petit problème de batterie. Voilà. La motivation, ça suffit. Il faut juste pousser, donner un peu d'énergie, puis la voiture va démarrer. Mais si votre voiture a un problème moteur grave, on peut pousser 10 ans. Donc, en fait, c'est la limite de la motivation comme ça. C'est que la motivation, c'est un push extérieur qui vient enclencher ce qui est déjà là pour que tu puisses continuer. Et ça sert, c'est utile. Et ça sert très souvent. Mais ça sert à quelqu'un qui est déjà en train, en tout cas, qui a des bases pour continuer avec ce petit coup de main là. Donc la motivation, c'est vraiment ça. Un conférencier, très souvent, motive des gens qui avaient une baisse de régime momentanée et ça les redémarre et puis ça marche. Mais le coaching résout les problèmes de façon plus profonde, en fait. Donc le coaching, c'est créer la flamme qui était éteinte là. C'était du charbon là, c'est redémarrer, ça, c'est le déclic. Et ça, c'est pour ça que le coaching, c'est révéler, c'est un révélateur de potentiel. Pourquoi? Parce qu'en termes de méthode, c'est différent. D'abord, le matériau, c'est-à-dire que ce que je vais dire là, le matériau principal du coach, c'est le coacher. Alors que pour la motivation, c'est le motivateur qui a ses idées et qui vient avec ses idées là pour motiver quelqu'un. Alors que dans le coaching, tu pars de ce que la personne est, de qui elle est, de ce qu'elle a. D'ailleurs, le premier postulat de coaching, c'est que le coaché est tout suffisant. Il a tout suffisant. Il a tout en lui pour régler ses problèmes. Ah, ça c'est fou, hein. Moi, la première fois que je crois à ça, je dis, mais je coach quelqu'un et le postulat est qu'il a tout. Il a tout en lui. Donc, s'il a tout, comment j'ai encore besoin de quelqu'un? Exactement. Mais en fait, il a tout, mais il n'est pas conscient. Et il sait pas comment l'utiliser. Voilà. Et donc, il y a une différence entre avoir et être conscient de ce que tu as. Donc, c'est cette conscience de qui tu es, du talent que tu as qui déclenche tout. Parce que parfois, tu as tellement de talent, mais tu n'es pas conscient de ça. Donc, et le coach aide à activer ça. Voilà. À être plus conscient. Donc, le coaching apporte plus de conscience, plus de clarté, ce qui va apporter plus de direction, de focus. Et ça se fait justement en partant du matériau de base qu'est le coaching. Donc, en tant que coach, on n'apporte pas quelque chose de nouveau dans la vie du coaching. On n'apporte pas de la compétence, non. On n'apporte pas de la motivation, non. On apporte plus de conscience.
Plus de conscience. Conscience de soi. Okay. Et cette conscience de soi, pour ceux qui regardent un peu qui suivent un peu ces questions-là, c'est la première compétence d'intelligence émotionnelle. Oui, tu as fait de conscience de soi. L'intelligence émotionnelle, sachez que l'intelligence émotionnelle contribue plus au succès que l'intelligence intellectuelle. Bref, donc la première compétence d'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Avoir conscience de qui tu es, de ce que tu as. Ouais. Et ça change tout. Je profite de dire que tu es certifié DISC. Oui, intelligence émotionnelle. Yes. Entre autres. Et donc, en fait, il y a une question, j'aime souvent dire aux gens que quand on te pose la question, qu'est-ce que tu as? Ta réponse à cette question-là est vraiment capitale. Et j'aime raconter justement pour illustrer cela une histoire célèbre de la Bible. C'est l'histoire de Moïse. Pour résumer vraiment, Moïse, c'est un grand prophète de la Bible, appelé un grand dessein, qui est né dans des conditions prophétiques. Et puis tout se passe bien jusqu'à ce qu'il ait des difficultés. Un peu comme nous tous, hein. Une traversée du désert. Donc il passe toutes ces années au désert là. Et puis, Dieu se révèle à lui justement pour lui dire, hey, tu n'as pas oublié, tu as un grand dessein en fait. Et une question principale que Dieu lui pose, il dit, qu'est-ce que tu as? Et il répond, je n'ai que ce bâton sec entre mes mains. Parfois, je m'imagine, là, s'il avait dit qu'il n'a rien, là, on n'allait plus parler de Moïse. C'est clair. Ça allait s'arrêter là. Ça allait s'arrêter là. Mais oui, quand il dit, je n'ai que ce bâton sec, c'est aussi un message. Il a fait dire à Dieu, en fait, je n'ai rien. Mais il n'a pas osé dire rien. Il a dit, je n'ai que ce bâton sec. Un bâton sec, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de vie, qui est inutile et tout ça. Et voilà. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent pas, je vais la raconter. Donc Dieu lui dit, jette ce bâton. Et jette le bâton. Ça devient une serpent. C'est quoi la symbolique? Ça veut dire que Dieu a animé le bâton. Quelque chose qui était sans vie est devenu quelque chose qui a de la vie. Donc, comme quoi, il a au moins reconnu qu'il a quelque chose. Même si dans sa tête, il se disait que c'était rien. Ça a été un révélateur. Il dit, mais finalement, ce bâton-là, c'est quelque chose. Et il dit, touche la queue, ça devient encore un bâton. Et il tient ça. Donc, du coup, quand il prend ça comme ça, là, il sait ce qu'il a entre ses mains, là, c'est quelque chose de puissant. Et l'histoire, on la connaît. C'est avec ce bâton qu'il va traverser là, qui va séparer la mer Rouge, qui va taper sur le rocher pour que l'eau sorte. Bref, ça devient le symbole de son pouvoir, le symbole de Dieu en lui et de tout le pouvoir qu'il a eu, qu'il a incarné pour pouvoir mener à bien sa mission. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez? Ne répondez jamais rien, que vous n'avez rien. Parce que il y a toujours quelque chose que vous avez. Et tout le problème, c'est de prendre conscience de ce que l'on a. Et comme on dit, on ne multiplie pas zéro. Voilà. Et c'est pour ça que le coaching est important. Donc, comme quoi, même quand on dit dans le postulat de coaching que le coach a déjà tout ce qu'il a, le but du coaching, c'est de l'aider à prendre conscience justement de ce potentiel qu'il a. Et ça, c'est fabuleux. Parce que quand tu fais ça, tu vois les gens carrément exploser en fait, s'épanouir, sourire comme des fleurs. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est le plus beau métier. Donc je fais la différence entre le coaching et la conférence. Chacun à sa place. Maintenant, le formateur lui transfère une compétence. Et à la fin de la formation, c'est que moi je savais faire, toi tu sais faire. Ça aussi, c'est un métier noble qui permet aux gens d'avoir cette compétence. Mais comme j'ai dit, les gens peuvent avoir la compétence, mais ils n'appliquent pas. Donc en fait, du coup, c'est une belle combinaison d'avoir la conférence, le coaching avec la formation et la motivation, ça crée quelque chose. Et enfin, un métier que j'aime beaucoup aussi, c'est la facilitation. Le facilitateur, c'est juste le champion de l'intelligence collective, c'est-à-dire que mettre des gens ensemble de sorte qu'ils arrivent à créer quelque chose de beau, de magnifique, les connecter. Ça, et là, c'est une belle combinaison de beaucoup de choses, de beaucoup de talents. Mais juste mettre un groupe ensemble et puis ils arrivent à travailler ensemble. Parce que Harry Ford le disait, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Mais c'est travailler ensemble qui est le succès. Et je vous assure que beaucoup de groupes sont ensemble, mais ne travaillent pas ensemble. Multicasquette. Formateur,
coach, conférencier, facilitateur. Et ce, partout, j'ai vu 15 pays à travers l'Afrique francophone. Oui. Et bientôt, on va attaquer l'Afrique anglophone. Oui. Et le monde entier, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça l'ambition. C'est ça l'ambition. Oui. Justement, cette ambition. C'est vrai, tu nous l'as décrit. Mais est-ce qu'à un moment, tu as douté quand même? Au tout début? Est-ce qu'il y a eu un doute? Ah, je suis en train de me lancer dans quelque chose qui, je crois bien, n'était pas très reconnu, répandu au Burkina Faso surtout. Et quand on connaît le client, le Burkinabé, comment tu fais? Oui, le doute, j'ai eu le doute. Parce que c'est le doute de l'entrepreneur. Tu entreprends dans un domaine qui est assez nouveau. D'abord, on te traite de charlatan. Ensuite, de vendeur d'illusions. Mais en fait, tous ces doutes-là, il y a quelque chose qui m'a conforté dans ces doutes. Mais j'ai douté. J'ai douté. Je me disais, est-ce que je vais pas chercher un travail normal? Ah oui, le coaching. Oui, c'est vrai que lorsqu'on dit on se présente comme coach. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je me présente vraiment comme coach. Les gens me donnent l'étiquette, mais je me présente vraiment comme coach. Je suis Kiswen Sida Ezekiel Ouedraogo. C'est qui je suis. Ma mère m'a donné Kiswen Sida Ezekiel Ouedraogo. Surtout que maintenant, tout le monde se dit coach là, sans formation préalable et tout. Bon, on va pas faire ce débat, mais en tout cas. Voilà. Et ça, c'était vraiment, le marché était quasi inexistant. Mais en fait, c'était une évolution normale. Quand tu étudies l'histoire du coaching, le coaching a commencé dans les zones du continent où il y a eu la fracture de la cellule familiale très tôt. Parce qu'en fait, on avait nos coachs ici. Voilà. Parce que le coaching, c'est quoi? Il y a eu ce besoin de parler à quelqu'un. Dites-nous aujourd'hui, qui parle à qui encore? Tout sur le téléphone, hein? Chacun se lève le matin, il court, il se le téléphone, personne ne parle à personne. Ouais. Donc, les enfants ne sont plus écoutés, les époux et les épouses ne sont plus écoutés, les frères et les sœurs ne s'écoutent plus, on n'organise plus des choses où on est ensemble. Il y a personne, en fait, qui écoute quelqu'un. Donc, c'est pour ça que le coaching est devenu de plus en plus nécessaire. Mais s'il y avait ça, cette cohésion familiale, la cellule élargie, je suis le aussi, ta tante paternelle, on dit Pourbala, c'est ta confidente, c'est la personne avec qui tu parles. De tout. Sans problème. Oui. Mais à peine si on l'appelle. Oui, en fait, c'est ça qui a fait que le deuxième coaching est venu tard en Afrique, mais c'est arrivé. Mais le coaching a toujours existé sous une autre forme, en fait. Mais comme cette forme n'existait plus, donc le coaching professionnel est venu pour prendre cette place-là. Sinon, il n'y a rien de nouveau concret sous le soleil. Tout est déjà là, ça se transforme d'une autre façon. Donc, nos tantes paternelles ou maternelles étaient nos coachs à l'époque. Mais là, comme ces structures n'existent plus, du coup, le coaching professionnel est né. Mais moi, comme j'explique, hein, je suis arrivé au coaching par nécessité d'impacter plus. C'est même pas que je savais pas ce que c'était. J'ai juste tapé sur Google, j'ai découvert le truc. Parce que la question était comment rendre mes formations inefficaces efficaces. C'est ça. Comment sortir du fait que les gens vont dire qu'ils sont contents à la fin de la formation et puis un mois plus tard, ils sont pas transformés. Et je me suis dit, et j'ai trouvé ça et je suis allé au fond, j'ai cherché et je me suis formé pour pouvoir effectivement impacter davantage. Donc c'est pas pour le titre, c'est pas parce que ça fait joli, c'est parce que je voulais vraiment impacter à travers mes interventions pour rendre plus efficace mes formations. Mais clairement, j'ai douté. J'ai douté quand on te dit que avez-vous la même voilà, c'est quoi, c'est des charlatans. J'ai douté aussi quand il n'y avait pas les marchés. Parce que je suis entrepreneur, je suis marié, j'ai des enfants, il faut que je oui, et c'est que tu avais une expérience antérieure. Exactement, de faillite. Je ne devais plus échouer. Et voilà. Et dans ce doute, franchement, mes parents m'ont soutenu, mon père m'a soutenu. Il a toujours cru en moi, toujours, quels que soient les projets que j'apportais. Il a toujours cru en moi, mais sinon, clairement, j'ai douté. Et ceux qui vont emprunter le chemin là, vous allez douter. En tout cas, je vous dis. Du coup, on a besoin de savoir d'où est sortie cette force-là qui te permet aujourd'hui d'être reconnu, hein,
je vais dire reconnu et qui a bâti tellement de choses. Il y a le cabinet CFC, il y a la version au Rwanda, il y a aussi que tu es cofondateur de Move Skills et aussi de Coaching for Africa. Et il y a environ 12 000 cadres que tu as formés à travers l'Afrique. Il y a tellement de choses à dire encore. Je suis sûre que vous allez aimer, on va découvrir au fur et à mesure. Comme je disais, c'est un homme rare et il faut qu'il nous dise. Mais moi, c'est comment tu fais avec, franchement, le public burkinabé? On dit toujours qu'on n'est pas une cible facile. Et je sais que tu as beaucoup travaillé, tu as dû beaucoup travailler pour percer ce marché-là, pour pouvoir avoir des marchés avec des structures comme Plan Burkina, le PNUD. Tu as tellement de grosses boîtes que tu accompagnes aujourd'hui. On veut savoir. Nous les jeunes. Je sais même pas si j'ai envie d'expliquer ça comme ça. Qu'est-ce que ça va donner comme connotation? Mais, je vais dire, parce que c'est vraiment la vérité. On n'est pas prophète chez soi. Donc, ce qui s'est passé avec moi, c'est que quand j'ai ouvert le cabinet, je me suis dit, je vais à l'international direct. J'ai commencé hors de Burkina. C'est fou, hein? Ça demandait beaucoup de moyens, ça demandait, parce qu'il faut payer les billets d'avion, Mais en fait, je me suis dit, j'ai regardé l'Afrique, j'ai dit, quels sont les pays qui peuvent avoir besoin de mon travail là actuellement? J'ai pensé, post-conflit, dans les pays qui viennent de sortir de la guerre. Rwanda, Burundi. Aussi simple que ça, je suis allé dans les pays qui peuvent avoir besoin de moi. Je connaissais personne. Je suis allé. Comme ça? Oui, comme ça. Le premier taxi que je rencontre avec lui que je parle. Wow. Non, mais, franchement. Je suis allé comme ça à l'aventure. Ouais, c'est le mot, aventure. Voilà. Et je me suis dit, il faut absolument percer là-bas. Et puis donc, je viens avec une expertise internationale. Je pense que ça ouvrait plus de portes. Au niveau national. Après, il y avait déjà l'expertise, il y avait déjà la compétence. Il y avait les preuves, il y avait les recommandations. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux pour montrer ce que tu faisais. Mais les gens, ils se parlent. Donc, et ils savent, voilà. Et donc, c'est comme ça. Et le public burkinabé, ce qui est bien, c'est que quand ils t'ont adopté, quand ils savent que tu fais de la qualité, c'est top. On te recommande. Voilà, on te recommande plus facilement. Et franchement, j'ai eu l'opportunité d'être recommandé, mais vraiment, parfois même pas des gens qui ne disent même pas que c'est eux. La recommandation est vraiment là. Aujourd'hui, 90% de mon business est par recommandation. Je fais rarement de la prospection, on va dire, à froid. C'est ça. C'est de la recommandation à 100%. Donc. Construire un réseau solide aussi. Oui, construire un réseau solide. Et puis être efficace. C'est-à-dire que quand on te confie une mission, que la mission soit bien faite avec sérieux, de sorte qu'on ait envie de parler de toi. C'est l'un des grands secrets. Voilà, exactement. Bien accomplir son travail. Oui. Donc, il faut insister parce que j'ai l'impression que on veut réussir rapidement. On ne connaît pas généralement l'histoire de ceux justement qui ont réussi leur parcours. Quelqu'un qui a perdu 30 millions, quelqu'un qui repart recommencer, qui quitte le Burkina, qui va à l'aventure. C'est sûr que c'était des nuits d'insomnie, c'était beaucoup de réflexions, mais quand il décide de se lancer, il fait bien son travail. Donc, faut vraiment insister pour dire que la qualité est importante quand on veut réussir, que ce soit au Burkina ou ailleurs. C'est vraiment la chose. S'il y a une seule chose, c'est ça. Moi, j'ai fait ma certification de John Maxwell. Et j'ai passé des nuits à écouter des vidéos. des nuits à écouter des vidéos. Wow. Et en fait, se former pour être capable d'être une réponse. Pour moi, c'est la clé. Faut pas être un produit, hein. Si je parle à des conférenciers formateurs coach ou à des gens qui aspirent à ce métier, ce que je peux vous dire, soyez une réponse. Venez régler un problème. Vous n'êtes pas un produit. Quand est-ce que on va avoir besoin de vous si vous n'êtes pas une réponse, si vous êtes une option? Si vous êtes une option, ça va être compliqué. Et je pense que c'est vrai pour n'importe quel métier. Soyez une réponse. C'est que vous apportez une solution. Et tant que vous apportez une solution, vous serez toujours sollicité. Mais si vous êtes un produit, donc une option, il y a beaucoup de produits qu'on achète qu'on n'utilise pas. C'est vrai.
Donc, être un produit, c'est pas ça, en fait. C'est, est-ce que je suis une solution? Et être une solution, ça veut dire quoi? Innover permanemment, se former permanemment. Moi, je me certifie. Chaque année, une nouvelle certification. Je dois être au niveau top mondial. Si pas au niveau top Burkina. Et ça se fait pas dans le bruit, ça se fait pas dans les réseaux sociaux. Ça se fait dans le silence et dans l'anonymat. Ouais. Tu grandis. Vous savez, quand on sème une plante, une graine de maïs que vous sémez, pendant plusieurs jours, quelque chose se passe sous terre. Que personne ne voit. Ouais, personne. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Et ce que tu dis là est très important. Tu dis que beaucoup de gens oublient. Ils veulent escape, comment dire, échapper à la période d'incubation. Le succès a une période d'incubation. Un temps où personne ne te voit. Personne ne t'entend. Où quelque chose se fait. Se prépare. Quelque chose se prépare jusqu'à ce que la plante pousse. Wow. Et sorte. Amazing. Ça peut être l'analogie avec le poussin pareil. Vous savez, quand l'œuf là, l'embryon, même c'est l'embryon là, dans un œuf, ça grandit à l'abri des regards. C'est quand le poussin est prêt qu'il sort. Il sort. S'il sort avant. Ouais, quelque chose, ouais. Donc, il y a ce temps-là, cette incubation-là. Et franchement, pour moi, j'ai savouré cette période d'incubation. Je n'étais pas pressé. Je savais que si je travaille sur moi, que je grandis suffisamment, mon jour arrivera. Et ça s'avère la prochaine question. À quel moment tu as dit yes, je peux m'adosser sur la chaise, yes, là j'ai percé. À quel moment tu t'es dit ça? Ouais. Là, j'ai percé. Avec la date d'entrepreneur, il y a plusieurs moments où j'ai percé, puisqu'en fait, on veut faire des ambitions. Le top de... Ok. Le top du top. Je vais d'abord expliquer comment un cabinet grandit. Bon, pour tous ceux qui veulent faire ce métier, d'abord, tu es consultant individuel, tu as ton cabinet dans ton sac, comme on dit. Ensuite, tu as un cabinet établi avec quelques collaborateurs, notamment des gens qui vont t'aider à la finance, parce que tu commences à avoir quand même, il faut des gens pour aider à la finance et tout ça, tu vois un peu. Tu grandis, et puis après, le cabinet commence à avoir des contrats ponctuels, un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, et tout ça. Donc, maintenant, le cabinet, tu grandis. Mais à un moment donné, pour moi, là où tu as vraiment percé en tant que cabinet, c'est quand tu n'as pas des contrats ponctuel, mais tu as un contrat de minimum 6 mois et idéalement 3 ans. Donc, il y a des programmes de transformation. Et donc, en ce moment, tu peux employer d'autres consultants pour pouvoir travailler sur des grands projets de transformation et d'impact. Donc, je dois dire que la première fois où j'ai eu ce genre de contrat, où j'ai été recruté comme formateur exclusif pendant 3 ans, d'un grand groupe international, je me suis dit, oui, je suis arrivé. Et avec des honoraires journaliers de 2000 € par jour. Oh, ça, c'était la folie. Incroyable. Je me suis dit, ok, d'accord, c'est bon. Ouais. Ça, je dois dire, ça, c'était c'est le niveau. Non, là, tu as percé. Voilà. Après, we get used to that. Après, je me suis dit, bon, c'est pas tous les jours que j'ai 2000 €. Non, mais je veux qu'ils entendent ça pour dire, hey, c'est possible, les gars. Oui, c'est possible. Je me souviens que, franchement, j'espérais au maximum de repage. Sauf que c'était un projet assez complexe et ils avaient besoin de quelqu'un qui avait à la fois de l'expérience et quelqu'un de bilingue. Oui, j'ajoute que le fait que j'ai été bilingue, parce que les programmes étaient en anglais et je devais les animer en français. À un public francophone, mais le programme a été conçu à l'international en anglais. Et c'était vraiment l'atout majeur. Comme quoi, soyez bilingue. Au moins, parler anglais en plus de tout ce que vous parlez là. C'est vrai qu'en Afrique, on est bilingue, on parle beaucoup d'autres langues, mais parler beaucoup de langues internationales. Non, le bilingue dont on parle, c'est anglais au moins. Voilà. Mais il y a d'autres moments où je me suis senti vraiment, je me suis dit que je suis arrivé. Et c'est moins lié à de l'argent parce que oui, ce métier aussi, quand tu dis qu'entrepreneur, c'est lié à l'argent. Donc clairement, je veux pas dire que non, l'argent ne compte pas, ça compte beaucoup, mais l'impact fait l'argent. C'était la première fois où j'ai lancé une conférence. J'ai fait beaucoup de conférences gratuites au début. C'était une stratégie pour être connu. Physique, hein, pas des webinaires. À l'époque, on parlait pas de webinaires. Conférences physiques, tu loues salle d'hôtel. Tu investis. Et puis tu investis, et puis les gens viennent. Et puis tu les donnes pause café, tu les donnes pause déjeuner. Incroyable. Ou bien les soirs où tu donnes le café, mais c'était intéressant, c'était passionnant, et puis on partageait le métier comme ça. Et un jour, j'ai fait une conférence payante, et je suis là, je me prépare, j'étais prêt à lancer la conférence, et je vois quelqu'un qui débouche.
quelqu'un à qui je ressemble drôlement beaucoup. Ah ouais? Et je vois que c'est mon père. Oh. C'est qu'il a payé sa conférence sur Orange Money pour venir m'écouter. Okay. Mais en tout cas, j'avoue que le jour où la même pied ont failli c'est parti. C'est dérobé. Ouais. Mais je me suis dit, et à la fin, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi il est venu? Il dit non, que lui, il entend ce que je fais, mais il voulait voir lui-même. Donc, c'est lui qui t'a mis au monde, qui a formé, qui a cru en toi. Si il s'est dit qu'il va venir écouter ce que tu fais, ce que tu dis, pour moi, ouais, c'était un achievement. Wow. Voilà. Wow. Et validé par papa. Voilà. Et ça me comptait beaucoup pour moi. Ouais. Ça comptait beaucoup pour moi. Et puis, quand on parle de transfert plus, une troisième situation ou en tout cas un troisième niveau où je me suis dit, je suis arrivé. C'est quand j'ai amené des coachs que j'ai formés à l'international. C'est-à-dire que je les ai amenés à l'international. Et puis, moi, je n'ai pas presté. C'est-à-dire que je les ai regardés, j'étais comme ça en arrière-plan, et puis je les regardais prester, mais animés de façon magistrale. J'ai dit, ouais! Excellent. Et j'aime de sauter. Quand j'écoute ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Et ça, c'était quelque chose. J'étais juste heureux. En fait, c'est indestructible. Tu as fait un transfert mature. Voilà. Wow. Et tu les vois, c'est-à-dire que c'était une conférence internationale, hein. En réalité, quand tu les vois prester là, le niveau est tellement high que tu dis, voilà. Et dans un pays emblématique, donc, où il y a pas mal de grandes conférenciers formateurs coach, quand on arrive et que ces gens-là, presque tu les regardes, et que tu vois la qualité de ce qu'ils sont en train de dire. Non. Je vous dis. C'est ça, révéler le potentiel. C'était juste ça. C'est pas, je voyais pas tant mon mérite, hein. Je voyais comment est-ce que ces gens ont fait ce parcours et être aussi grands. Et après être capable d'avoir amené d'autres coachs, que ce soit dans d'autres pays, à Dubaï, au Gabon, au Niger, presté en Afrique. Comme je dis, l'évolution du cabinet, pour moi, c'est ça. Arriver à un stade où tu peux donc donner l'opportunité à d'autres coachs de faire ce métier avec toi. Ça, c'était top. Maintenant que tu me poses la question, j'ai une quatrième situation. Avec plaisir. Non, mais là, c'était que j'ai eu à prester c'était au Burundi, j'ai eu à prester dans le même événement, c'était un team building avec une coach que j'ai mentorée et qui était en train de mentorer aussi d'autres coachs. C'était 3 générations de coachs. Et transmission c'était juste fabuleux. Donc, on a animé ensemble. Je voyais comment est-ce qu'elle arrivait à mentorer ces gens, en même temps qu'elle m'écoutait, en même temps et c'était juste beau, en fait. Et je me dis, si on continue comme ça, et que chacun mentor quelqu'un qui mentor quelqu'un qui mentor quelqu'un, pour moi, c'est ce que j'appelle éclairer davantage ce monde pour un monde meilleur. Parce que, on m'appelle Éclat, ou je m'appelle Éclat. On t'appelle Éclat. Pour moi, parce que pour moi, c'est ça. C'est éclairer davantage ce monde. Que chacun puisse trouver ce potentiel qui a lui, cette lumière intérieure pour briller de mille feux. Et des faisceaux ensemble, ça devient une constellation d'étoiles qui éclaire le monde pour un monde meilleur. Donc, et c'est sûr que des personnes formées qui deviennent mentors, qui savent mentorer d'autres. On va avoir, je vais commencer par notre noble pays, on va avoir un Burkina meilleur et une Afrique vraiment accomplie. C'est pour ça que je disais quand j'ai entendu transfert, plus je me suis dit, il faut que je sois ici. C'est l'endroit où il faut être. C'est dans cette optique vraiment de voir que justement, comme tu l'as dit, on n'a plus cette tante-là pour nous donner des conseils, pour nous motiver, pour nous dire, et avance, voici comment il faut faire. Envoie ce déclic-là à l'enfant, au plus jeune, pour qu'il puisse savoir qu'il peut faire mieux que ce qu'il est en train de donner. Mais je reviens sur le cabinet rapidement pour dire que tu as vraiment environ 53 coachs certifiés. Oui, c'est l'académie, c'est plus de 153. C'est pas 53, plus de 153. Plus de 153 coachs, mais en fait, c'est quoi? C'est 19 promotions, hein. Okay. 19 promotions. Elles sont tellement nombreuses que je me souviens plus du nom de tout le monde. Donc, la première promotion, ça, je me souviens, c'était Genèse. Genèse, la promotion Genesis, je l'ai appelée Genesis.
Après, il y a eu la promotion PRC, deuxième promotion, promotion Focus, promotion Transformation. Nous sommes à la 5e promotion Renaissance. Renaissance, pourquoi? Parce que j'ai refondu les programmes avec l'expérience que j'avais et tout ça. Ensuite, il y a eu la promotion Résilience en plein Covid. Il y a eu la promotion Maturité, promotion Croissance. On les fait tous un clin d'œil. Voilà, ils se reconnaîtront. Promotion Croissance, ils étaient les plus nombreux. Je pense qu'ils étaient 15 dans la salle. Et il y a eu la promotion Next Generation. C'était 2 jeunes coachs qu'on a voulu accompagner. Et franchement, aujourd'hui, ils se reconnaîtront. Ils sont en train de faire. C'était 2 Next Generation. Ils sont en train de faire un travail formidable. Ensuite, il y a eu la promotion Lumière. Oui, formidable aussi, promotion Lumière. La promotion Conquête. Voilà, je connais particulièrement, je pense qu'on a une amie commune qui fait partie de la promotion. Conquête. Oui. Et la promotion Impact, Synergie et la promotion Aube Nouvelle. Là aussi, tu connais quelqu'un de la promotion Aube Nouvelle. Excellent. Ensuite, il y a eu la promotion Harmonie Dynamique. La 16e promotion Grâce Abondance. La 17e Leadership Authentique. Essor Harmonieux, la 18e, et la 19e qui vient de passer, la promotion Symphonie d'influence, qui va sortir bientôt, et la 20e promotion, Constellation légendaire, 20.0 Constellation légendaire, waouh, mais tu es inspiré de ces noms-là. Quelle habitude t'a le plus aidé à rester debout? Quand tu me poses la question des habitudes, je me rappelle d'un livre qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Stéphane Covey, je l'ai lu plus de 50 fois. Bon, j'exagère. Mais je l'ai lu beaucoup de fois. Beaucoup de fois, je l'ai acheté tellement de fois. Mais pour moi, tout se passe le matin. Et ça me rappelle aussi Miracle Morning. C'est le rendez-vous avec toi-même les matins. Avant de te connecter aux autres. Connecte-toi à toi-même. Ok. C'est un secret. Oui. Connecte-toi à toi-même. Il y en a qui m'ont dit, je suis pas du matin. Moi-même, je suis pas du matin. Je suis inspiré la nuit, mais j'ai fait tout pour que le matin, là, je me connecte à moi-même. Avant de toucher votre téléphone, avant de toucher votre WhatsApp, avant de communiquer avec qui que ce soit, connectez-vous à vous-même, connectez-vous à Dieu. Ça se passe le matin. Ce sont les premières heures, ce sont les prémices, c'est les premières choses, c'est la priorité. En fait, je peux vous expliquer pendant 50 ans pourquoi c'est important de commencer par ça. Parce que c'est le commencement, là. Quelque chose qui va être bien, une journée qui va être bien, on va ça au début. Donc, si vous commencez votre journée avec votre WhatsApp, avec les nouvelles du monde, il y en a qui commencent avec la télé, je suis choqué. Vous, avec la radio. Là, vous avez perdu la journée. Typiquement, moi, une journée qui a réussi, à 10 heures, je sais que ma journée a réussi. Tout le reste, c'est du bonus. Tout le reste, c'est du bonus. À 10 heures, c'est bon. Donc, la tendance de la journée, c'est à 10 heures. Mais si c'est à 10 heures que vous commencez à courir, je pense que c'est trop tard. En tout cas, c'est une habitude que j'ai apprise de ma mère. Et ça m'a vraiment aidé. Depuis tout jeune, c'est comme ça. On se réveille à 5 heures. Pour la prière matinale, ça se passe le matin. Quand on avait négocié pour la vacances, vous dire, moi, je fais la prière le soir. C'est pas passé. Sinon, c'est le matin. Et donc, être connecté à soi-même, être connecté à Dieu le matin avant de se connecter aux autres. Comme dans la Bible, quand Dieu dit à Job, est-ce que tu t'es levé très tôt le matin pour commander? En fait, c'est ça. Comment tu crées la journée que tu veux si tu es déjà embarqué dans d'autres choses de la vie et parfois qui sont pas les choses les plus utiles dès le matin. Donc, vous vraiment clarifier ma question, c'est ça. La question, c'est ça. Et ça, et maman qui joue un rôle important. Oui. Dans l'éducation, dans les habitudes qu'on acquiert. Oui, je voulais me dire que c'était ma première fois. Je me souviens qu'elle me posait la question, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Et puis elle avait un carnet à noter. Nous tous les enfants là. Et elle nous posait la question en décembre là, au 1er janvier, qu'est-ce que tu vas accomplir cette année? Et puis elle écrivait dans son carnet. Et en décembre là, elle te posait la question, qu'est-ce que tu as pu faire? J'ai dit, hey, ça c'est quoi ça? On peut pas poser la question de toute une année à quelqu'un le matin. Vous avez appris la planification, en fait. Très tôt. Merci, maman. Tu n'avais pas d'argent de poche si tu fais pas de budget. Zéro budget, zéro argent de poche. Tu pars à l'internat, si tu n'as pas fait la liste des fournitures, tu vas aller sans fourniture. Tu vas te débrouiller là-bas. Incroyable. Donc, ça c'était, et puis, j'ai beaucoup appris la patience avec elle aussi, l'écoute. Elle te pose une question.
Tu vas finir d'expliquer tout ce que tu veux dire avant que tu te poses une autre question. J'ai dit, mais pour moi, tu vois, en tant qu'ado, on est pressé. Je trouvais une perte de temps. Tu vois? Mais plus tard, je comprends que... Donc voilà, elle nous a quittés en 2011. 17 février. Mais sincèrement, c'est quelque chose que j'ai appris, retenu. C'est cette patience d'écouter les gens, cette envie d'aider les gens, et puis surtout cette discipline matinale. Discipline matinale. Elle vous a inculqué des valeurs incroyables qui aident aujourd'hui. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Donc, je dirais une habitude, c'est ça. Hein. Ça peut être difficile, mais se connecter à soi-même, se connecter à Dieu avant de se connecter au monde. Donc, quand on se lève le matin, ça, c'est vraiment important, cette démarche-là. Avant de démarrer ces journées, ça va rendre vos journées efficaces. Et en fait, pour que ta vie compte, il faut que chaque année compte. Et pour que chaque année compte, il faut que chaque jour compte. Et pour que chaque jour compte, il faut que la première heure de la journée compte. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Voilà. Wow. Merci pour cette phrase. On va retenir ça. Il faut que la première heure compte. Oui. Wow. Mais je vois aussi que le spirituel a une place importante dans ta vie, dans ta vie personnelle comme au niveau du travail. C'est important d'en parler parce que on met la priorité quand même à Dieu et avant de pouvoir percer, avant de pouvoir avancer dans notre vie. Donc, est-ce que tu as une routine, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Un petit secret que tu as dans ton lieu secret avec le Créateur, avec l'univers. Mais déjà au départ, je me posais la question de mes 30 à mes 33 ans, pourquoi j'ai été créé? En fait, pour moi, tout commence par là. En fait, je crois que le but de la vie d'un homme, c'est le plan de Dieu pour lui. Parce que Dieu crée chaque personne avec un plan. Et si tu es dans ce plan, alors tu as réussi. Ça s'appelle Démon Chacaria, le fondateur des hommes d'affaires du plein d'évangile. Et c'est mon père qui m'a partagé cette citation avec lui. Il dit que les hommes les plus heureux sur terre, c'est ceux qui connaissent le plan de Dieu pour eux et qui sont dans ce plan. Donc, pour moi, ça commence là déjà. Donc, quand je dis se connecter à Dieu le matin, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu as déjà le but final qui est le plan de Dieu pour toi. Et maintenant, tu marches dans ce plan. En fait, ne vous y trompez pas. Ça veut pas dire que ce sera facile. Mais ça veut dire que tu seras convaincu. Et malgré les difficultés, tu vas pouvoir avancer. En fait, c'est ça. Parce que quand tu démarres, tu ne vois pas forcément la fin. Mais tu as comme un phare qui t'éclaire. Et jusqu'où tes phares voient là. C'est ça la foi. Tu avances avec cette foi jusqu'à ce que tu arrives à destination. Il faut avoir la foi. Oui, parce que quand je quitte ici, que je vais à Koudougou la nuit, bon, même si je vais pas à Koudougou, même si je vais à côté la nuit, mes phares n'éclairent pas jusqu'à Koudougou. Non. Mais c'est au fur et à mesure que j'avance, que je commence, que je confirme. Il faut démarrer vraiment avec cette foi-là. Mais s'asseoir à un moment donné, et chaque année je fais cette révision-là, quel est le but de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis créé? Parce que le Créateur a créé chacun avec un but. Et si tu n'es pas dans ce plan, en fait, tu es en dehors du plan. Donc, ta vie serait un échec. Pour moi, la base du succès, c'est de connecter sa vie au but de ta vie. Et maintenant, être aligné à partir de là, pour que chaque jour tu te lèves, tu te dis, voilà, je suis en train de marcher vers quelque chose. Et quand les difficultés vont arriver, tu vas te dire, c'est quelque chose. Donc ça, c'est première chose, c'est vraiment ça. Quand tu me poses le secret ou l'habitude, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a une famille qui te supporte. Une famille qui te supporte. Parce que pour moi, avec mon épouse, c'est vraiment une véritable équipe. Parce que s'il n'y a pas ce support-là, être capable de voyager autant, de faire autant de choses, c'est juste pas possible. Il faut avoir cette supportive famille-là. Même avec les enfants, je sais qu'au début de mes voyages, ma fille, elle pouvait me tomber malade juste parce que je suis pas là. Et ça me touchait vraiment. Donc, pour dire que c'est une vie au service de beaucoup de gens, mais il y a des gens qui se font des sacrifices pour que justement ta famille n'est pas au Burkina, tu es en 2 avions, et ta fille aînée aussi n'est pas avec ta femme dans le même pays. Dans le même pays. Tu es un homme, c'est vrai, mais comment tu gères la vie professionnelle et comment tu arrives à trouver cet équilibre avec la famille?
Oui, c'est des longues discussions, c'est des accords, c'est des négociations. Hein. Souvent, j'aime dire à des amis, j'ai dit, il faut que je rentre, sinon j'ai trouvé mes affaires dehors. Ah, c'est clair. Donc, il y a des périodes où il faut rappeler, des périodes où il faut se ressaisir. Donc, on s'accorde sur, justement, les périodes d'absence, les périodes où il faut être là. Et ce que je fais, je tente de faire, hein. J'avoue que c'est pas tout le temps que je le réussis, mais en grande partie, quand je suis à la maison, je suis vraiment à la maison, c'est-à-dire que, voilà, je reste vraiment disponible, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour madame, être vraiment là. Je serai pas à la maison en train de trop travailler non plus. Quand je prends mes congés, je prends des congés, c'est vrai que je prends rarement des congés. Quand je prends des congés, je suis vraiment là. Donc oui, c'est vraiment des négociations permanentes parce que c'est clair qu'il y a des sacrifices à faire. Mais il y a un plan global dans tout ça. Je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Donc, on verra le plan. Tu peux, à un moment donné, voilà. On va donner de la place à madame. Voilà. Voyager avec madame. En tout cas, voyager plus ensemble. Oui. On le fait moins, mais voyager plus ensemble. Oui. Non, c'est une bonne planification. En tout cas, on fait un coucou à la famille aussi. Où que vous soyez. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. On a une situation. On dit que le Burkinabé est résilient et on va partager cette résilience à travers le monde. Il y a un phénomène. Tu travailles beaucoup avec les ONG, avec le milieu humanitaire en tant que team builder pro et tu as aussi beaucoup d'autres services que tu donnes à ces partenaires-là. Mais en ce moment, ils traversent un moment difficile. Ce moment difficile t'affecte aussi en tant qu'entrepreneur parce que s'il n'y a pas de budget, c'est sûr qu'il n'y a pas de formation, il n'y aura pas de team building, etc. Mais aussi, il y a ces personnes-là que tu coaches, ces chefs d'ONG, de projets, des managers qui sont obligés de dire au revoir à leurs collègues ou eux-mêmes qui sont obligés tout simplement de partir. C'est difficile en ce moment. Je discutais avec une amie qui se trouve aux États-Unis et qui dit que c'est vraiment compliqué. Elle a du mal à se relever de cette situation-là. Donc, ma question, elle a deux volets. Premièrement, pour toi-même, comment tu gères ça? Ça peut aider d'autres entrepreneurs à être plus résilients. Et aussi, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes-là qui traversent cette période difficile? Et est-ce que tu as un programme de coaching déjà préparé pour eux, etc.? Ok. Mais premièrement, c'est vrai, nous sommes dans un monde dit VUCA, hein. VUCA, c'est volatile, incertain. Uncertainty en anglais. Donc, on dit VUCA, mais on peut l'appeler VICA, donc volatile, incertain, complexe. Peut-être changement. Et ambigu. Donc, nous sommes dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. En fait, tous ces mots-là, même ensemble, c'est le feu. Donc, nous sommes dans ce monde-là où ce que tu as comme certitude, aujourd'hui, une rappelle une certitude. Avant, on disait non, 2 ans, on planifie 2 ans, 3 ans, maintenant on a dit 1 an, maintenant même c'est par jour. C'est-à-dire que chaque jour, quelque chose de nouveau peut se passer, même chaque heure, quasiment. Quand tu suis l'actualité, c'est fou. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis déclenché de l'actualité. J'ai pris un temps de retard. J'attends d'abord que les choses se passent avant de venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est impossible à suivre, en fait. Donc, déjà, il faut anticiper ça, que le changement est devenu la norme et puis la stabilité, l'exception. Donc, ça, c'est quelque chose. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand c'est du jour au lendemain que ça se passe comme ça, c'est difficile. Donc, pour nous, clairement, ça a impacté notre marché. Mais, Dieu merci, on avait anticipé pour certaines activités, types d'activités, il y avait des contrats long terme. Donc, pour d'autres activités, ça vient accuser, voilà, un manque à gagner, mais qu'on essaie de compenser avec d'autres types d'activités. Nous, on a la chance de s'adresser à des individus et à des organisations. Et à des organisations publiques comme privées, gouvernementales ou non gouvernementales. Donc, du coup, il y a une variété de clients qui permettent de s'orienter plus pour d'autres types de clients, et permettre d'accuser le coût. Mais c'est clair que c'est une résilience qu'il faut développer. Par exemple, au Burkina Faso, ça a drastiquement baissé. Aujourd'hui, quand on regarde la perspective 2025, ça sera même pas un tiers de ce qu'on a fait l'année passée au Burkina Faso. Donc, c'est vraiment clair que il y a un véritable problème. Oui, ça impacte. Ouais, ça impacte. Donc, on essaie de s'adapter en faisant d'autres choses ailleurs, dans d'autres pays. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique est mon territoire. J'aime dire que je suis un Africain d'origine burkinabé. Exactement. Donc, et c'est vraiment cette mentalité que j'essaie de développer pour justement essayer de
d'amortir les différents chocs. Maintenant, pour les individus, les managers, et ce qu'on offre vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est le coaching qui peut aider ces gens-là, parce que c'est pas des gens qui ont un problème de compétence. En fait, la formation vient résoudre un gap de compétences. C'est des gens compétents. Donc, qu'est-ce que tu peux les former? Donc, il y a beaucoup qui nous ont contactés pour des transitions de carrière. On fait beaucoup d'accompagnement de transition de carrière. Donc, ça peut être soit devenir coach indépendant, soit devenir un consultant indépendant, ou même carrément changer de métier, mais sur la base de la compétence qu'on a. Et je faisais déjà ces accompagnements-là parce qu'il y a pas mal de gens qui atteignent ce qu'on appelle plateau de carrière après 10 ans, après 15 ans. On est un peu fatigué de ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont fatigués, c'est que c'est l'environnement qui les oblige. Et donc, du coup, c'est pas aussi, c'est différent. Parce que là, on est dans le rush, on est dans l'incertitude, on est dans le stress. Alors qu'avant, c'était plutôt cool, calme. Je dis, bon, tu sais, voilà, j'ai fait ça depuis 10 ans, j'ai envie de faire autre chose. Mais là, c'est pas j'ai envie de faire autre chose, c'est je suis obligé de faire autre chose. Donc, du coup, c'est différent. Mais on offre vraiment un accompagnement, un encadrement de coaching. Et pour ces gens, avec aussi des possibilités de formation au métier du coaching, au métier de la formation, au métier des conférenciers, pour les aider à une transition smoothly, vers d'autres carrières. Mais je crois qu'ils ont quelque chose à apporter. C'est comme Covid. Covid nous a montré quelque chose. Et donc, je pense que cette résilience-là, cette situation-là, on est plus résilient parce qu'à cause de Covid, on avait déjà un peu préparé. Voilà, on a déjà été préparé. Mais voilà, durant Covid, c'était carrément le choc, parce que tout s'est arrêté. Nous qui voyageons, personne ne pouvait voyager. On fait des choses en présentiel, on peut plus faire en présentiel. Mais j'ai découvert que j'ai fait des team building en ligne. Incroyable. De 180 personnes. Incroyable. De 3 pays différents. En ligne, via Zoom, team building, imaginez. Cette capacité d'adaptation incroyable. On a dû s'adapter. Donc, du coup, c'est clair que, il faut se réinventer chaque jour. Face à un monde VUCA, il faut volatile, il faut de la vision. Face à un monde incertain, il faut de la compétence claire. Face à un monde complexe, il faut de la clarté. Et avec ce qui nous arrive aujourd'hui, particulièrement au Burkina Faso et au niveau mondial, avec l'impact des décisions des États-Unis, c'est clair que ce monde-là, on est dans un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu. Ça veut dire que si tout ça là, ces mots-là ensemble, c'est chaud. Comment est-ce qu'on fait pour résister à ça? Donc, face à un monde vraiment volatile, il faut de la vision. C'est la vision qui va cadrer. Et face à un monde incertain, il faut de l'analyse et de la compréhension. Parce qu'il faut anticiper. Et donc, face à un monde complexe, il faut de la clarté. Et face à un monde, je disais, ambigu, ce qu'il faut, c'est l'agilité et l'anticipation. Donc, vision, compréhension et de l'agilité. Parce que quand vous mettez tout ça ensemble, c'est la réponse que vous avez à ce monde complexe. Et chaque jour, tu te lèves avec une capacité d'adaptation. Ce que tu savais faire demain, là, aujourd'hui, là, peut devenir inutile et obsolète demain. Donc, comment tu fais? Mais tu ne peux pas aussi faire ça dans une totale absence de vision. Et c'est le manque de vision qui est souvent un problème. Tu vois, la vision, c'est quoi? C'est jusqu'où je vais aller. Mais là, comment je vais aller? Là, je peux m'adapter à tout moment. Mais si je ne sais pas jusqu'où je vais aller, en fait, j'abandonne tout simplement. J'aime souvent demander aux gens, OK, entre toi, tu as une colline entre toi et là où tu veux aller. Là où tu veux aller, là, c'est vraiment important pour toi. Mais il y a une colline entre toi et là où tu veux aller. Tu as combien d'options? Souvent, je fais ça dans les formations. Il y en a qui me disent, il y a une option, il faut grimper la colline. Il y en a qui disent, il y a 2 options, on peut contourner la colline. J'ai dit, oui, effectivement, c'est pas toutes les collines qu'on grimpe, on peut contourner la colline. Il y en a qui disent, il y a 3 options, on peut soit, effectivement, grimper, soit contourner, mais si on réfléchit bien, on peut percer un tunnel. C'est ça, il faut faire face, en fait. Je dis, ok, ça commence à venir. Encouragé, là. Oui, et puis ça continue. 4e option, en plus de tout ça, là, percer, il y en a qui disent, mais attends, on peut même tout simplement dynamiter la colline et puis arrière, on passe dessus. Explosion. Et il y en a qui disent, mais pourquoi faire tout ça? On peut prendre simplement un hélicoptère, on se monte la colline. Les idées viennent. Mais, en fait, quand on s'y met, quand on réfléchit longtemps à un problème, des solutions plus innovantes viennent. Le problème,
plupart d'entre nous, on n'aime pas réfléchir. Ouais. On veut des solutions qui viennent comme ça. Ouais. On n'aime pas réfléchir longtemps devant un problème. Donc, du coup, c'est les solutions apparentes qu'on choisit. Donc, celui qui dit qu'il faut grimper la colline, il va se dire, si je ne peux pas grimper la colline, alors je laisse tomber. Celui qui dit qu'il faut continuer, si je peux pas continuer, alors je laisse tomber. Alors que si tu ne peux pas grimper, tu ne peux pas continuer, tu peux percer. Si tu ne peux pas percer, tu peux exploser, si tu ne peux pas exploser, tu peux voler. Si tu ne peux pas voler, ce qui est sûr. Il y a 1000 options. Il y a 1000 options. Mais guess what? Il y a 1000 options. Si et seulement si, ce qu'il y a derrière la colline a de la valeur. Le pourquoi. Le pourquoi. Je crois que c'est Nietzsche qui le dit, que celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Premier frère. Et l'autre frère, non de moyen, c'est que la plupart des gens, certains ont un grand pourquoi. Tellement grand que ça les inhibe. Ouais, c'est ça aussi. Ils se disent que c'est pas possible. Ou ils veulent que ça soit parfait dès le départ. Et à cela, je dis que on ne peut pas faire que ce qui existe. Tu ne peux pas parfaire ce qui n'existe pas. Il y a des enfants, il y a des femmes qui veulent des enfants déjà à l'âge ado. C'est pas possible. Ça va être bébé d'abord. Ça va pleurer avec la tout nuit. ce qu'il faut, ça va pleurer la nuit. Il y en a qui veulent à l'âge adulte, ils sont déjà en train de les aider à faire. Donc, c'est juste pas possible d'avoir la perfection de ce qu'on veut là du premier coup. Il faut accepter les petits commencements et puis parfaire ce qui, une fois que ça existe, on peut parfaire ça. Corriger, ajuster, adapter, affiner, jusqu'à avoir. Et accepter l'échec. Oui, ça fait partie du package. En fait, l'échec, c'est quoi? Moi, j'aime dire que l'échec, c'est un insuccès. C'est l'échec pour le moment. Jusqu'à ce que je comprenne l'autre option. En début d'interview, je disais que quand j'ai échoué en entrepreneuriat, j'ai découvert ma véritable voie de transmettre et de coacher. Et le soir, alors que j'ai échoué là-bas. Donc, finalement, et si c'était un échec, quand on regarde ça avec le recul, c'est pas un échec, c'était le chemin que je devais suivre. C'était la voie. Voilà, c'était la voie à suivre. Et évidemment que la réalité était dure en ce moment. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie que c'était la voie à suivre. Yes. Yeah. So, Coach, now, let's talk in English. Okay. What's one lesson you have learned in your journey and that you will share with every young African leader? Good. If I have one lesson, only one. This is tough. One. Okay, let's go for one. Yeah. One lesson and why? Can say, yeah. If there is one lesson, especially for young Africans, is to believe in yourself, to believe in Africa. That the potential is not elsewhere. We have all we need in Africa. For me, I really believe in Africa as a potential continent. And to believe that from everywhere in Africa, I'm in Africa. Let's say I'm from Burkina Faso, but Africa is for me, it's the whole Africa. You see, as an American, they have a continent. An Indian, they have a continent. A Chinese, they have a continent. Even Europe, they managed to come together. But for the African, we remain in our small countries. Yeah. How can we achieve greatness with small countries like this? How can a country like Burkina Faso can talk business with China, a continent? Yeah. You see? That's the main problem for us Africans, to believe that we have those small countries and we cannot achieve anything great, remaining small. So first, believe in yourself. I mean, when I say believe in yourself, is believe in God in you. That's me. Because we are godly made with this Holy Spirit in us. But you need to believe in that God in you, that you can do it, and then believe in Africa as a potential continent. That's mean we have all we need in Africa. Don't need to go elsewhere to succeed. Success is in Africa. Next generation is in Africa. Yeah. So, all I want is Africa to shine.
again. Yeah. And this is even the purpose of coaching for Africa. Make Africa shine again. Yes, this is one lesson I've learned, that we can succeed in Africa. Yes, we can succeed in Africa. African young leader can believe in yourself and believe in Africa. Sure. We have everything in Africa. Exactly. So thank you so much, Coach, for this lesson. Now, we come again in French. Okay, as you want. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin, Coach? Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot pour transmettre vraiment, pour un mot de fin vraiment, pour dire à cette jeune génération, à tous ceux qui nous ont écoutés, pas seulement les jeunes, hein, mais vraiment tous ceux qui veulent sortir de leur zone de confort, tous ceux qui veulent avancer, atteindre leur plein potentiel. Qu'est-ce que le partenaire de succès des hommes et des organisations pourrait leur dire? Vous êtes précieux. Je vais citer John Maxwell. Il dit que la personne qui va vivre le plus longtemps avec toi, c'est toi. Wow. Donc, il est important de faire de cette personne une priorité dans ta vie. Beaucoup de gens mettent de l'énergie dans la vie, dans l'histoire des autres, et mettent peu d'énergie dans leur propre histoire. Le succès est une combinaison de l'énergie et du temps. Tout ce que tu peux appeler succès dans ce monde-là, c'est une combinaison d'énergie et du temps. Ok. Tu vas avoir une relation avec tes enfants, qui c'est une relation qu'on appelle de succès, du temps et de l'énergie. Tu vas avoir de l'argent, du temps et de l'énergie. Tu vas avoir un mariage heureux, du temps et de l'énergie. Une entreprise qui marche, du temps et de l'énergie. Beaucoup de gens qui ont des entreprises, ils mettent de l'argent, ils mettent pas le temps. Crash. Donc, il faut mettre du temps et de l'énergie dans votre propre vie, pour que cette vie-là soit une vie de succès. Osez rêver sa vie pour vivre le rêve. C'est le livre justement que j'ai écrit. Oui. C'est ce que ça dit. Quel est le niveau? Il y a une seule question. En fait, je vais finir par une question. Bon, ça c'est des formations de coach. Je vais finir par une question. Quel est le niveau d'énergie et le temps que tu mets chaque jour pour ton succès? Évalue. Quand je dis quel est le niveau d'énergie et de temps, si ta vie est sur les réseaux sociaux uniquement, c'est-à-dire que c'est là-bas que tu investis ton temps et ton énergie. Et parfois, on met du temps et peu d'énergie. C'est quoi? L'énergie, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le focus que tu mets pendant que tu es en train de faire quelque chose. Est-ce que tu fais semblant de mettre du temps dans ta vie? Ça peut sembler bizarre, parce qu'en réalité, la vie, ce sont des années. Donc, quelle est ta focalisation primaire? Moi, je vais vous demander tout simplement de répondre à cette question. Est-ce que je mets suffisamment de temps et d'énergie dans ma vie? Parce que si vous faites ça, nul doute que vous serez un succès. Retenez simplement temps et énergie. Évaluez cela et investissez beaucoup en vous. Il y a 3 temps. Faites attention. Tout ce que vous allez faire va répondre sur 3 temps. Le temps social, le temps de repos et le temps investi. Le temps investi, il doit être le plus important. Le temps de repos, oui aussi. Mais quelle est la combinaison que nous avons? Moi, je dirais évaluer. Le temps social, c'est ce qu'on passe avec les autres et avec les réseaux sociaux. C'est ça. Dans 24 heures, qu'est-ce que tu peux évaluer? Tout le téléphone là nous donne combien de temps on fait sur les réseaux sociaux. Évaluons. Le temps investi là, il doit être dans les 24 heures le plus important. Investissez dans votre propre vie. C'est mon dernier mot. Wow. Merci beaucoup, coach. Merci infiniment pour ce transfert. Investissez dans votre propre vie. Investissez dans votre propre vie.
Il a insisté dessus. Et j'espère que vous avez aimé ce transfert. Vous avez aimé passer du temps avec nous. Nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout. Likez, commentez, partagez et dites-nous qui sera notre prochain invité. Merci d'être resté jusqu'ici. Yes.